S'il y a bien une histoire intemporelle et universelle, c'est bien celle du petit contre le fort. David contre Goliath, le chat botté contre l'ogre, Tom et Jerry, l'éternel récit de celui qu'on voit comme faible qui réussit à surpasser le puissant par sa ruse ou son adresse. Qu'est-ce qui se passe? La promesse que les ordures et les criminels ne resteront pas impunis, véritable fantasme des masses dans des sociétés inégalitaires où l'argent et le pouvoir préfigurent toujours l'oppression en l'absence de conséquences. Une allégorie pour inspirer les petits à rester forts. Ajoutons aujourd'hui une nouvelle étape sur la fresque avec Hiroyuki Imaishi, grand nom de l'animation japonaise de ce début de siècle, et un des grands auteurs contemporains de cette histoire apparemment sans fin, mais qu'on doit continuer à raconter afin d'inspirer les générations futures à se battre pour leurs droits face à ceux qui n'en ont cure. Et sur la fameuse fresque, le profil d'Hiroyuki Imaishi détonne largement de celui de ses prédécesseurs, puisque Hiroyuki Imaishi est un réalisateur débile. Non mais vraiment, débile. Ah je vous jure, il y a 3 neurones qui frétillent grand max derrière ces petites lunettes. Et c'est sans doute à cause, ou plutôt grâce à cette débilité, que le bonhomme a créé parmi les œuvres animées les plus dingues de sa génération. Parce que bon, la technique aux petits oignons, les scénarios méga intelligents, la poésie visuelle et les mythologies complexes qui s'étirent sur 3000 pages, ça, tout le monde peut le faire, hein. Mais devenir une référence dans son domaine juste parce qu'on est le plus débile de la bande, ça c'est un exploit. Donc asseyez-vous confortablement, abonnez-vous Je mords pas, et préparez-vous à perdre quelques neurones. Car nous entrons dans le monde débridé et survolté d'Hiroyuki Imaishi, le roi des animés débiles. Comme toute histoire sur un petit qui défie les grands, celle d'Imaishi débute tout en bas de l'échelle. Lorsque notre homme débarque en 1996 dans le monde de l'animation par la porte du prestigieux studio Gainax, alors en pleine production d'une petite série pas trop connue. Bah écoutez, faut bien commencer quelque part, hein. Après quelques années de travail en sous-main comme animateur clé, storyboarder et directeur de l'animation pour différents studios et dans tout un tas de registres différents, il rejoindra en 2004 Production IG pour se lancer dans la réalisation avec un moyen-métrage, Dead Leaves, où d'entrée de jeu, il impose une patte de metteur en scène unique au monde. Dead Leaves raconte les mésaventures de Retro et Pandy, deux hors-la-loi amnésiques qui après un braquage et une course-poursuite avec la police, se font arrêter et envoyer dans la prison de Dead Leaves. Voilà, ça c'est les 5 premières minutes. Les 45 qui suivent sont un joyeux bordel régressif où ça court, ça crie et ça tire dans tous les sens. Il y a des explosions tout le temps, c'est mis en scène comme un cartoon sous amphétamine. Ça va à 200 à l'heure avec des moments de respiration de 2 minutes pour te faire croire qu'il y a un scénario dans ce bordel où ça chie, ça pète et ça vomit. Puis ça repart pour une nouvelle dinguerie encore et encore jusque dans les toutes dernières secondes. Bruyant, hyperactif et débile. La patte artistique d'Imaishi résumée en 3 mots. Après cela, Imaishi reviendra à Gainax en 2007 pour réaliser sa première série, et non des moindres. L'animé de mecha ultime, censé tous les enterrer 6 pieds sous terre et construire une piscine par-dessus, dans laquelle il nous invite à nous prélasser un cocktail à la main et un pistolet à eau dans l'autre, jusqu'à ce que les UV accentués par les trous dans la couche d'ozone nous filent un cancer de la peau à tous, parce qu'on ne mérite pas mieux, mais au moins on aura eu cet animé, Gurren Lagann. Que dire de Gurren Lagann qui n'a pas déjà été dit 100 fois et en mieux? L'une des séries d'action les plus tarées et survitaminées de l'animation japonaise, qui pousse tous les potards à 12 au lieu de 10, qui prend tous les codes les plus épiques du shonen traditionnel pour leur injecter de l'ADN de tyrannosaure, et qui étire les échelles de grandeur jusqu'aux limites de l'absurde. L'animé est en plus conçu comme un hommage gigantesque à tout l'imaginaire du mecha, que ce soit le Real Robot où les engins sont des véhicules militaires, ou le Super Robot où le mecha est au contraire présenté comme un genre de super-héros. Les designs des gunmen renvoient directement aux robots colorés des œuvres de Go Nagai, celui de Gurren Lagann fait directement référence à Mazinger Z, et on part même dans le space opéra à l'ancienne dans les derniers épisodes. Il y a 300 personnages mais on les adore tous, c'est à la fois à se plier en 8 de rire et tragique à en chialer des cascades, Liberame from Hell est un antidépresseur à lui tout seul, on part de 2 ados qui creusent dans un trou tout sombre qui sent pas très bon et on aboutit à une guerre interstellaire où 2 mechas de la taille de la Voie lactée se balancent des univers à la tronche. C'est tellement un animé de gros badass qu'il ne fait pas 24 ni 26 épisodes, mais 27. Ouais. En 3 mots, voyez Gurren Lagann. Évidemment, quand on réalise un tel exploit, on ne passe pas inaperçu. Et Imaishi devient bien vite une star dans son milieu, que ce soit pour son génie comique qui ne le quittera jamais, ou bien sûr sa maîtrise technique, puisqu'il est considéré comme l'un des rois du sakuga. Vous le savez, la norme des images par seconde pour le format filmique est fixée à 24.
C'est assez pour permettre à nos yeux de créer l'illusion du mouvement, et pendant bien longtemps, ça a permis de faire d'énormes économies de pellicule à une époque où l'on ne risquait pas de dépenser des centaines de dollars pour ce qui n'était alors qu'une petite curiosité vite consommée, vite oubliée. Mais 24, en matière d'animation, c'est un cauchemar. Car ce ne sont pas 24 photographies d'une même seconde, mais 24 dessins qui doivent être faits à la main par des équipes d'animateurs souvent pas assez nombreuses pour se permettre une telle charge de travail, dans des délais de production raisonnables. C'est pour ça que la norme japonaise est de 12 à 15 images par seconde depuis les années 60. Économie d'après-guerre oblige, il était impensable de débourser des sommes folles pour des séries animées à destination des enfants, et ironiquement, ça a eu pour effet de pousser les animateurs à redoubler d'ingéniosité pour produire des images de qualité ou économiser du temps de travail, comme cet exemple très connu d'Evangelion où Rei a la bouche cachée par un carnet pour ne pas avoir à l'animer. Oui, c'était la dèche à ce point-là. Le sakuga est dépendant d'un métier ingrat mais primordial de l'animation japonaise, l'animateur clé, ces petites mains dont le travail consiste à dessiner toutes les petites frames apparemment insignifiantes, mais qui font le lien entre deux moments clés d'un mouvement afin de lui conférer une certaine fluidité malgré la limitation technique. Même à l'heure du numérique, le sakuga reste rare dans les productions japonaises à cause des contraintes de temps, mais il permet toujours aux petits artisans et aux animateurs clés de se faire la main, de faire une démonstration de leur talent, et pourquoi pas d'accéder à des postes plus importants par la suite. Et Imaishi ne le sait que trop bien, puisque si vous avez bonne mémoire, c'est précisément le poste auquel il a le plus officié dans sa carrière. Il adore avoir ce genre de séquences dans les séries qu'il réalise, et il sait leur imposer son style d'animation exubérant. Car la fonction principale de l'animateur clé est de s'assurer qu'il y ait une vraie continuité entre deux images principales d'une séquence, et si le travail est bâclé, ça donne des scènes absolument dégueulasses où les corps se déforment n'importe comment, donnant ces fameuses images cursed dont on se gosse à plein poumon sur le web. Mais Imaishi ne pense pas pareil. Lui s'est dit que cette déformation pouvait devenir une esthétique à part entière. Vous pouvez regarder n'importe quel bout de séquence en sakuga sur lequel il a travaillé, vous verrez toujours ce même effet de distorsion des corps, des objets et des distances en dépit des lois de la physique, mais qui ici est volontaire, calculé pour produire du mouvement improbable. Imaishi a choisi d'explorer les zones mortes de l'animation japonaise et d'en embrasser l'imperfection pour l'amener à un point d'incandescence rare. J'aime tout particulièrement la façon qu'il a de dessiner les impacts. Déjà parce qu'ils sont très souvent précédés de plans où les personnages se tortillent dans tous les sens de manière débile, comme si on était chez Robert Rodriguez, ça c'est Desperado, mais aussi parce qu'il essaye toujours de leur donner du poids, comme si l'onde de choc du coup venait percuter le spectateur. Chez Imaishi, la matière même dont est fait l'animé est élastique et peut être malaxée à l'envi. On sent sur ce point l'influence des cartoons américains, mais aussi des comics avec ses couleurs pétantes contrastant avec d'épais aplats de noir, et il sait également jouer avec les nuances de gris pour des ambiances mortifères qui cherchent à vous arracher un bout de votre âme. C'est d'ailleurs tout à fait raccord avec ce qu'il a toujours raconté dans ses œuvres. Si le but de ces personnages est de constamment repousser les limites qu'on leur impose, alors il faut accompagner leur combat d'un visuel qui brise les règles établies. Tout est démesuré, tout demande à exploser jusqu'à déborder de l'écran et vous submerger. C'est un style du trop, tout le temps, où en faire des caisses est la norme et être normal revient à être mort. Et comme par nature c'est un style changeant et évolutif, Imaishi a su adapter sa patte graphique aux œuvres qu'il traite, du délire psychédélique ultra saturé à la parodie d'animé pour filles. Et à ce propos, en 2010, après avoir réalisé 2 films Gurren Lagann qui, à la façon du diptyque Evangelion, condensent 27 épisodes en un total de 4 heures pour un résultat génial mais imbitable pour quiconque n'a jamais regardé l'animé d'origine mais a l'avantage de moins me donner envie de me jeter d'un pont, Imaishi choisit de ralentir la cadence et va alors réaliser une nouvelle série animée en seulement 13 épisodes, Panty and Stocking. Panty and Stocking raconte l'histoire de... Panty and Stocking, 2 anges déchus tombés sur Terre qui doivent chasser les ghosts, les âmes en peine qui hantent la ville de Dayton City, pour espérer être pardonnés pour leurs péchés et revenir au paradis, surveillés dans leurs tâches par le prêtre Garter Belt et mises régulièrement en difficulté par leurs rivales, les sœurs démons Scanty et Nisox. Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, ça veut dire qu'on a Culotte et Collant qui font équipe avec Porte-Jartel contre String et Jambière ainsi que leur maître, le maléfique Corset. Si ça ne suffit pas à vous convaincre que c'est le meilleur animé de tous les temps, je ne peux plus rien pour vous. Sur le papier, on est sur un programme très classique, comme une revisite d'un dessin animé pour filles par Imaishi. Mais ne vous faites pas avoir. Ces 2 jeunes filles sont des concentrés de méchanceté, de vice et d'égoïsme, uniquement préoccupées par leur propre bien-être et totalement déconnectées des problèmes des humains qu'elles sont censées aider, et quand bien même elles se décideraient à leur prêter main forte, ils ont plus de chances de finir en viande hachée que les monstres que les demoiselles combattent. Panty est nymphomane, Stocking est accro au sucre, et même Garter Belt, censé être le garant de la morale, est en fait à peine moins timbré qu'elle.
C'est d'ailleurs assez ironique que les sœurs Damon soient celles qui veuillent instaurer l'ordre au sein du chaos de la ville, alors que Panty et Stocking, censés être des anges, ne font qu'en rajouter encore plus en se fichant royalement des conséquences. Imaishi nous propose ici un pur cartoon, une comédie absurde qui se moque de ses personnages, de ses spectateurs et même de ses créateurs, et qui brise constamment ses propres règles physiques. Le réalisateur s'inspire d'ailleurs ouvertement du style visuel de Cartoon Network, et plus particulièrement du style carré et épuré du grand Genndy Tartakovsky, qui s'est fait une spécialité des productions à peu de frais, mais bourrées de trouvailles visuelles. On tient sans doute là le plus expérimental des animés d'Imaishi, qui mélange toutes les formes d'animation possibles et imaginables. C'est un énorme délire pop qui parodie les Magical Girls, les séries d'animation pour filles et le cinéma américain. D'ailleurs, les scènes de transformation des héroïnes qu'on retrouve dans toutes les séries du genre prennent ici la forme d'un numéro de pole dance et elles utilisent leurs sous-vêtements comme armes. C'est irrévérencieux, c'est con comme la lune, ça part dans tous les sens dans chaque épisode. En un mot, c'est généreux. Encore plus que tous les autres animés d'Imaishi réunis, donc foncez. En 2011, fort de son expérience et de sa renommée, Imaishi va quitter Gainax et cofonder son propre studio d'animation. Et pas n'importe lequel, car il va fonder le studio à la gâchette facile, le bien nommé Trigger. Quand on regarde de plus près son palmarès, Trigger n'a pas tant produit de séries et de films que ça au fil des ans, par contre il s'est fait pas mal remarquer avec certains projets d'ONA. Un ONA, ou Original Net Animation, est une série animée japonaise produite pour être diffusée directement sur internet, sur une plateforme de streaming par exemple. On peut voir ce format comme une évolution des OAV si populaires dans les années 80 et 90 qui ont accordé une grande liberté créative aux équipes d'animation de l'époque et dont j'aborde un réalisateur phare dans ma précédente vidéo. Et c'est donc avec ce format que Trigger s'est fait le plus remarquer du très grand public. En 2 mots, Edge Runners. Série animée devenue instantanément une référence pour de nombreuses personnes, elle a déjà 3 ans et pourtant refuse de tomber dans l'oubli comme tant d'autres phénomènes de plateforme. C'est peut-être en partie dû au fait qu'il s'agisse de la dernière réalisation d'Imaishi en date, mais on y reviendra plus tard. Après Panty and Stocking, Imaishi s'éloignera de la réalisation pendant 3 ans et nous reviendra finalement en 2013 avec son autre grand fait d'armes, Kill la Kill. Vous prenez la démesure exagérément épique de Gurren Lagann, les délires cartoonesques hyperactifs de Dead Leaves et les expérimentations visuelles de Panty and Stocking, vous obtenez un énorme banger qui vaut autant pour son action décomplexée que pour son humour, et surtout pour l'un des personnages les plus irrésistibles de l'histoire de l'animation japonaise, Mako. C'est mathématiquement impossible de regarder cet animé et de ne pas aimer Mako, et si quelqu'un prétend le contraire, il est encore plus aigri que moi, et c'est pas un petit exploit. Imaishi part du cliché du sidekick qui ne fait que crier le nom du héros pendant les batailles, mais pousse tellement loin sa naïveté et sa joie de vivre qu'il aboutit à ça. Ryuko gagne, oui elle gagne, oui Ryuko gagne. Oh. C'est quoi ça? C'est trop rigolo ce truc, j'adore faire ça. Descends de là, Mako, c'est super dangereux. Ouah, quel pied. Il faut que tu lui rendes son uniforme. Fais-moi confiance. Il faut le lui donner pour qu'on puisse la voir se métamorphoser. Quand elle le porte, elle est presque nue. Donne-le lui s'il te plaît, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'hallucine. Alors il va te coller à vie comme ces habits qui sont pleins d'électricité statique, tu sais. Ce n'est pas en enfer mais au paradis que je vais aller. Vas-y, tire, je te dis. Ne sous-estime pas Mankan Shokumako quand elle est envahie par ses désirs. Comment tu veux ne pas l'aimer? Kill la Kill renoue avec la geste épique disproportionnée de Gurren Lagann, mais dans un univers de science-fiction encore plus farfelu, à base de vêtements capables de se transformer en armure de combat, où le but de l'héroïne pour battre ses adversaires est de les foutre à poil. C'est d'une stupidité absolument géniale, aussi paradoxale que puisse sembler cette phrase. On est ici dans une série beaucoup plus orientée humour, où les codes du tranche de vie lycéen se mêlent au Sentai, au Magical Girl et à la SF dystopique. On a même un tournoi et des batailles interlycées, le tout agrémenté de l'humour slapstick et surréaliste de notre ami Imaishi, se couplant ici avec des effets de montage hilarants. Voilà, c'est con, c'est un effet de montage nul réalisé en 10 secondes par un stagiaire pas payé, mais c'est tellement drôle. Et ça illustre bien la philosophie du réalisateur. Pour lui, toute forme d'animation est bonne à prendre tant qu'elle remplit son objectif principal, susciter une émotion chez le spectateur. Et chez lui, c'est principalement le rire. Donc si on ajoute à ça son goût pour l'anarchie, il est prêt à faire n'importe quoi en matière de mise en scène pour nous y pousser. L'idée des vêtements transformables reviendra 3 ans plus tard dans Space Patrol Luluko,
Une mini-série sur une brigade policière de l'espace dont les épisodes ne dépassent pas la poignée de minutes, mais propose quelques belles séquences d'animation. Son utilisation des images fixes revient, à tel point qu'on a l'impression par moment de regarder une web-série animée sur YouTube. On est 5 ans seulement après la fondation de Trigger, et on sent le petit projet pas prise de tête avant la prochaine grosse sortie du studio, qui d'ailleurs est teasé en scène post-crédit du dernier épisode. Juste un petit animé détente après la longue pause de son créateur. Ce qui bien sûr avec Imaishi implique un petit concentré de chaos, où le frisson cosmique côtoie la banalité d'une adolescente qui veut faire sa déclaration au garçon qu'elle aime. Et c'est trop mignon. Encore une fois, on retrouve la fascination de son auteur pour l'anormalité, pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans des cases et recherchent une liberté totale et sans compromis. Une quête d'anormalité qui se couple à chaque fois à des récits de passage à l'âge adulte, ces personnages devant accepter que leur folie des grandeurs s'accompagne de grandes responsabilités vis-à-vis de leurs semblables. Ils ont le pouvoir et la liberté, mais doivent les employer à de bonnes fins. C'est intéressant de voir que même pour un projet de transition, Imaishi reste accroché à ses vieilles marottes. Bref, Space Patrol Luluko et... Enfin voilà quoi. C'est pour ça que je n'ai pas fait une review approfondie de chaque œuvre comme pour notre ami Kawajiri. Au bout d'un moment, c'est juste répéter en boucle qu'il fait des séries délirantes mêlant action et humour dans des univers débiles avec des personnages attachants et une pointe de drame pour corser le tout. Chose que nous prouve d'ailleurs Promare, nouvelle incursion d'Imaishi au cinéma sortie en 2019, nous racontant un monde futuriste où sont apparus des humains mutants, les Burnish, capables de matérialiser des flammes qu'ils peuvent modeler selon leurs désirs, et qui les ont utilisées pour mettre le monde à feu et à sang, et ils sont combattus par des forces de combat mélangeant pompiers et mechas. Mais Gallo, jeune recrue de la High Mobility Rescue Team, va découvrir au contact du chef des Burnish, Leo, que la réalité de son monde est plus complexe qu'il n'y paraît. On a beaucoup dit de Promare que c'était un Gurren Lagann en moins bien, et s'il y a d'évidentes similitudes, je tempérerai un peu cette critique. Oui, il y a du mecha, oui, Gallo a un visage familier, mais ça reste un univers original qui raconte une histoire qui n'a rien à voir. Imaishi s'y montre plus politique qu'il ne l'a jamais été. Il évoque l'écologie, la façon dont les Burnish sont violemment réprimés par les forces de l'ordre nous rappelle autant les X-Men que le traitement des étrangers dans les pays occidentaux, et avec ce personnage de milliardaire génie de la tech qui s'avère n'être qu'un imposteur qui a tout piqué à un autre, et une ordure qui ne va utiliser sa fortune et sa technologie que pour favoriser ceux qui sont déjà ultra riches, on aurait presque l'impression que le réalisateur a prédit les dérives d'un certain agent de la ruine. On y reviendra un peu plus tard, mais Imaishi a toujours été un réalisateur politique qui fait passer ses idées derrière ses histoires rocambolesques et sa mise en scène de l'action. Et là encore, on voit une certaine évolution dans le travail du bonhomme car il emploie énormément d'images de synthèse, particulièrement pour les mechas. Donc, question. Qu'est-ce qui se passe quand on donne au roi du Sakuga les possibilités potentiellement infinies de la caméra numérique? Et bah ça nous donne de magnifiques scènes de combat qui regardent de haut n'importe quel Marvel, notamment une superbe bataille de mecha durant le climax qui nous rappelle à tous pourquoi on aime regarder de la Japanimation. On peut dire ce qu'on veut de l'histoire, mais niveau action, Promare, ça défonce. Si vous vous demandez par où commencer dans la filmographie d'Imaishi mais êtes peu attiré par le format sériel, essayez donc Promare. Une carrière très bien remplie pour un metteur en scène qui a marqué son époque. Et contrairement à Yoshiaki Kawajiri qui était un technicien de génie mais surtout un artisan du monde de l'animation, Hiroyuki Imaishi peut être considéré comme un auteur, avec ses codes esthétiques, ses thématiques et sa propre vision du monde qui traverse toutes ses œuvres. Car Imaishi s'est imposé comme un spécialiste, que dis-je, un maître dans un domaine très particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Car tous ses travaux sont traversés par une même énergie qui leur donne leur identité unique au monde. Ce sont des univers et des histoires débiles. Gurren Lagann, une bande de débiles qui part affronter le monde et débouche sur un immense conflit interdimensionnel juste parce qu'ils suivent l'adage d'un autre débile. Crois en moi parce que moi je crois en toi. Hein? Kill la Kill? Un concept débile de vêtements vivants transformés en armes dans un lycée élitiste au-delà de toute raison et des personnages débiles qui font des trucs débiles en permanence pour combattre l'oppresseur. Dead Leaves? Les 50 minutes les plus débiles de toute votre vie. Je vous jure qu'à la fin, votre cerveau demande une injonction d'éloignement contre vos yeux. Oui, tout ça, c'est débile. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si on prend la définition Larousse, le mot est utilisé dès le 19e siècle pour qualifier quelqu'un de faible ou de physiquement diminué, mais on l'utilise aujourd'hui plutôt pour désigner quelqu'un qui manque d'intelligence. Et d'ailleurs, il y a une connotation humoristique. Un film débile, c'est un film tellement mal écrit ou mal mis en scène qu'il prête à rire.
Parce que le débile, c'est par définition le faible, celui qu'on estime mal et dont on se moque parce qu'il nous est inférieur. Et c'est précisément parce que le débile est intrinsèquement mal considéré qu'il est capable de nous surprendre. Le débile, c'est la stupidité qui atteint un point de non-retour au-delà duquel tout devient possible, et même les choses les plus folles. Et on le sait tous, la folie, les Japonais, ils adorent. Dans toute sa carrière, Imaishi s'est intéressé aux faibles, aux désœuvrés, à ceux que le système met de côté ou veut voir disparaître. Dans Dead Leaves, ce sont des prisonniers traités comme du bétail. Dans Gurren Lagann, ce sont ces communautés de survivants obligés de se cacher sous terre et même de creuser encore plus profond pour survivre. Dans Kill la Kill, c'est cette école où les élites imposent un régime de terreur sur les élèves de basse classe. Dans Promare, ce sont ces mutants pyrokinésistes traqués et réprimés par un gouvernement corrompu. L'œuvre d'Imaishi se fonde sur une binarité et un rapport de classe très marqué. Les pauvres, les idiots et les faibles d'un côté, les riches, les intellectuels et les puissants de l'autre. Il montre ainsi un pouvoir dominant obsédé par la norme et le respect stricto sensu des règles jusqu'aux plus extrêmes limites de l'aliénation. Dans leur conception du monde, tout le monde doit être semblable, tout le monde doit rentrer dans le moule et surtout doit maintenir en place ce système profondément injuste qui écrase les esprits libres et les originaux. Ce n'est sans doute pas pour rien que c'est à Imaishi qu'on confiera la réalisation de Cyberpunk Edgerunners. Le genre du cyberpunk est littéralement fondé sur la lutte des groupuscules de rebelles et de hackers face aux gigantesques corporations tentaculaires. C'est par essence un genre littéraire engagé, presque anarchiste. Et justement, Imaishi en est un, car il prône dans ses œuvres le renversement de toute forme d'oppression, le démantèlement du régime en place et l'instauration d'un système égalitaire où chacun trouvera une place qui lui revient de droit. Et il défend des valeurs et des idées assez progressistes dans des histoires où on s'attendrait plus à des bouffonneries H24. Par exemple, dans Kill la Kill, il place en opposition les élites qui veulent imposer le port de vêtements ultra friqués qui transforment leurs porteurs en armes vivantes et un groupe de rebelles qui rejettent toute forme d'habit et sont donc un commando de nudistes. Au-delà de l'aspect blague, parce que c'est quand même sacrément con, il défend l'idée que chacun devrait être libre de s'habiller comme bon lui semble, du moment qu'il ne fait de mal à personne. Ryuko, qui au départ était extrêmement complexé par sa tenue de Magical Girl sexy au point d'en limiter son potentiel, Ferme-la, je suis pas exhibitionniste. Ça va, arrête de chouiner. apprendra à s'accepter telle qu'elle est et à porter son vêtement suggestif comme une véritable fierté. Pareil dans Panty and Stocking. Panty, caractérisée depuis le début de la série comme une fille accro au sexe que les autres personnages rabaissent et insultent de traîner, passera au-dessus du regard des autres pour assumer pleinement sa sexualité. Elle est une fille qui aime le sexe, elle ne s'en cache pas et elle en est fière, et c'est parce qu'elle reste fidèle à elle-même qu'elle retourne la situation et empêche les méchants de dominer le monde. De manière générale, on remarque qu'Imaishi s'empare des motifs et des clichés propres à la féminité qu'on utilise généralement pour créer des personnages stéréotypés, voire sexistes, puis les retourne pour en faire des armes entre les mains de ses héroïnes. On pourrait dire que ces personnages féminins se battent comme des filles, dans le sens où ce qui les rend badass n'est pas emprunté à un imaginaire masculin, mais né du plein contrôle de leur corps et de leur sexualité. De Pandy qui accouche d'un bébé Jésus cyborg mutant de je sais pas quoi, à Luloko qui transforme son amour adolescent en magnum interdimensionnel pour dégommer une entité cosmique, en passant par le striptease de Panty, Stocking, Scanty et Nisox. Leur genre n'est plus une faiblesse compensée par de la surécriture et un brin de male gaze, mais une nouvelle façon d'imaginer le féminin combattant. Je fais ce que je veux de mon corps. Personne n'a à me dicter ma conduite. Après, ça c'est le point de vue d'un homme, donc mesdames, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On n'a jamais assez de commentaires pour parler d'un auteur engagé, et ce depuis le début de sa carrière. Dès le premier film d'Imaishi, derrière le rythme survolté et les blagues sur la bite-vrille d'un des personnages, oui, on peut quand même voir un propos anticarcéral. Et là, épisode 1 de Luluko. Critique des méthodes répressives de la police. Et puis c'est pas le dernier à mettre en scène une imagerie queer dans ses animés, notamment les personnages principaux de deux de ses œuvres plus ou moins ouvertement homosexuels. Après tout, si ce que les oppresseurs ont de mieux à nous offrir comme mode de vie, c'est la détestation de tout ce qui sort de la norme que seuls ont décidé, pourquoi est-ce qu'on devrait leur obéir vu que de toute façon, même au sein de cette fameuse norme, on vivra misérablement avec des dirigeants qui n'en ont rien à foutre de nous. L'œuvre d'Imaishi, c'est le triomphe de la débilité et du refus du conformisme. C'est voir le faible s'élever plus haut que le fort, non pas en reproduisant le même schéma que lui, mais en traçant sa propre voie. La voie des faibles et des idiots qu'on pourrait facilement prendre de haut, mais qui recèlent en leur sein les plus belles facettes de l'humanité. Le débile contient à la fois la bravoure la plus exagérée et un potentiel humoristique virtuellement infini.
On rit des personnages débiles et des situations dans lesquelles ils se retrouvent car ils contrastent avec la norme, avec les carcans que nous impose la société. Historiquement, le rire a toujours représenté une arme subversive, prompte à bousculer l'ordre établi. Des pièces d'Aristophane à South Park en passant par Rabelais, Molière, voire les cartoons de propagande de Tex Avery, la contestation doit convoquer les émotions positives, sinon elle paraît aussi morne que l'ordre établi et n'a donc aucun attrait. Et si la morosité et la résignation gagnent les opprimés, c'est la fin définitive de toute liberté, aussi bien physique que mentale. En fait, la débilité des situations et des personnages des œuvres d'Imaishi est telle qu'elle finit, et c'est pas une blague, par en briser les frontières du réel. On parlait de Mako plus tôt, assez régulièrement durant Kill la Kill, elle aura ces espèces de monologues ridicules où pendant quelques secondes, l'univers entier semble se figer juste pour qu'elle puisse finir son discours de motivation lunaire incohérent face à des personnages médusés. Dans un animé normal, un personnage qui aurait le même comportement se ferait jarter en quelques secondes par un méchant agacé d'être interrompu par une lycéenne complètement tarée sortie de nulle part. Mais pas chez Imaishi. Du début à la fin de la série, même lorsque Ryuko passe momentanément du côté obscur et veut tuer tous ses amis, jamais Mako ne se fera interrompre dans ses grandes tirades. L'espace d'un instant, l'univers entier devient le public d'une minuscule pièce de théâtre, le temps et l'espace n'existent plus que pour une unique comédienne sur la scène du néant et ne retrouvent leur cours normal que lorsqu'elle tire sa révérence. Dans l'univers d'Imaishi, le débile transforme le monde autour de lui et le plie à sa volonté. Il est si puissant que dans Gurren Lagann, il annule le concept même de probabilité. C'est en fait une grande leçon d'humilité que Imaishi nous donne là. On a beau se croire super malin, super évolué, super doué dans notre domaine, même le petit gars du fond de la classe à qui personne n'a donné sa chance peut nous surpasser et devenir notre maître, voire complètement révolutionner le monde. Les oppresseurs n'y voient à chaque fois que de la bouffonnerie, la preuve qu'ils ont raison de soumettre les masses à leur seule volonté, car la liberté leur permet juste de faire n'importe quoi. Mais pour Imaishi, le n'importe quoi, comme le rire, est le propre de l'homme. Il peut agir de manière complètement aléatoire et irréfléchie, car c'est dans sa nature. Et c'est le fait de mettre en commun les débilités de chacun qui nous permet de faire société et de former un groupe uni dans un objectif collectif. En fait, le débile, il met de l'ordre dans le chaos des gens trop sérieux. Je ne comprends rien du tout à ce que tu racontes, mais tu as raison. On ne comprend pas où c'est. Le débile d'Imaishi est un non-sens total, et c'est bien pour ça qu'on peut lui donner celui qu'on veut. Même si parfois ça ressemble à une marche arrière sur l'autoroute. Comme les larmes dans la pluie. Dans une filmographie aussi exubérante que celle de notre ami, un animé comme Cyberpunk Edge Runners fait figure d'exception. Déjà pour une raison toute bête, c'est un produit de commande du grand mania du divertissement qui veut nous manger le cerveau Netflix, et de l'élu des dieux du gaming devenu cible à abattre numéro 1 après un jeu puis un vagin, CD Projekt Red. Et au vu de ses créations précédentes et en poussant le romantisme un peu trop loin, on pourrait trouver étonnant qu'Imaishi remplisse une commande pour deux des entreprises du divertissement les plus influentes de cette dernière décennie, qui plus est une série de SF cyberpunk produite par des grands capitalistes, ce qui est la définition même de l'oxymore. Alors je le dis tout de suite afin de ne flouer personne et pour être sûr que la haine qu'on va m'envoyer sera motivée par des affirmations claires et sans ambiguïté de ma part, j'aime bien Edge Runners. Mais Edge Runners est de loin la création la plus faible de tout ce qu'a produit Imaishi. Tu m'énerves. Putain, t'es vraiment un casse-couille, on te l'a déjà dit. Après, on parle d'un génie de l'animation. Donc sa série est largement meilleure que le tout venant de la production Netflix, ce qui entre nous n'est pas un gros exploit. Mais gardons en tête qu'il n'est ici que le réalisateur et que son studio n'est là que pour servir la soupe à CD Projekt Red. Ne le blâmons pas plus que de raison pour ça, on a tous besoin de manger. En tout cas, on comprend largement pourquoi l'animé a rehaussé la réputation du jeu d'origine dans l'esprit de beaucoup de monde. Ça n'est pas forcément grâce à son écriture prévisible ou à son univers, certes bien construit mais qui n'est jamais que le niveau 1 d'un univers de cyberpunk, et donc assez générique, surtout pour les standards japonais. Si vous êtes suffisamment aigri comme moi, vous avez forcément déjà vu ou lu des tonnes d'autres histoires cyberpunk largement plus originales et capables de poser des questionnements éthiques, politiques ou environnementaux largement plus profonds que ça. Relisez Neuromancien de William Gibson, souvent considéré comme la toute première œuvre cyberpunk, c'est exactement pareil. Edge Runners en est encore au stade de réflexion que le genre avait il y a 40 ans. Edge Runners est un animé très adolescent dans son approche du cyberpunk, il a la fougue de la jeunesse mais pas la maturité suffisante pour traiter son sujet en profondeur. C'est une suite de scènes d'action plus ou moins gore entrecoupées de phases de hacking et d'introspection, où nos jeunes protagonistes questionnent leur place dans l'univers, tels les adolescents perdus dans un monde trop vaste pour eux qu'ils sont.
Oh bien sûr, l'animation est de bonne facture, mais là encore c'est assez sommaire, bien loin des prouesses esthétiques des précédents projets du réalisateur qui, s'il est de toute évidence rempli de bonnes intentions, n'est ici qu'un exécutant censé mettre en image un scénario écrit par un autre, approuvé par les têtes pensantes d'un studio et validé par une armée d'actionnaires. Il n'est que le point final d'une chaîne de commandement à sens unique, le fichier .exe d'un ensemble de lignes de code préécrites. En fait, le seul petit grain de folie où j'aurais presque l'illusion de croire qu'il a eu un peu de coup des franches, c'est le personnage de Rebecca. La petite cyborg qui flingue à tout va sans se poser de questions, qui gueule 80% de ses répliques, et qui a ce côté stupidement enjoué qu'on retrouve chez Kamina, Mako ou Gallo. J'ai plus de munitions. C'est l'heure de sortir les gros calibres. Mais ne lancez pas la série en imaginant y trouver la même folie imaïchienne que dans Gurren Lagann ou Panty and Stocking. De manière générale dans Edge Runners, Imaishi se montre beaucoup plus sobre et sage que tout ce à quoi il nous a habitués. Lui qui a toujours mis un point d'honneur à être le plus exubérant possible, le voilà plus calme, posé, limite mélancolique. On peut imputer ça au genre cyberpunk, qui par essence dépeint des univers futuristes cauchemardesques et où la technologie omniprésente finit par fusionner avec le corps et l'esprit des humains, donc il y a assez peu de place pour l'humour et le délire, mais on peut aussi voir ça comme une espèce de propos méta. Edge Runners est un produit dérivé. Une histoire annexe de la grande histoire qu'est le jeu Cyberpunk, arrive fatalement le moment où les deux univers se croisent au dernier épisode, moment où s'affrontent les petits rebelles sans avenir et la méga-corporation inarrêtable. Et l'issue est assez évidente quand on connaît au moins les prémices du jeu dont l'animé est une préquelle. Ainsi, on peut voir ce spleen caractéristique du cyberpunk comme celui d'Imaishi, du scénariste et de l'équipe d'animation de Trigger, qui ne font jamais que raconter l'histoire d'une lutte perdue d'avance, où les protagonistes se battent à la fois contre des forces qui les dépassent et contre leur propre déshumanisation, dans un contexte où la démesure et la folie du débile si chère à notre ami se retournent complètement contre eux et les mènent sur le chemin de l'anéantissement. Pour le roi des animés débiles, c'est bien une première. À la fin, c'est Goliath qui gagne. Et il fallait que ça arrive dans la série où le héros s'appelle David. Symboliquement, Edge Runners met à bas le mythe que son créateur n'a cessé de réimaginer pendant 20 ans de carrière. Si on devait le résumer en une sentence bien simpliste, je dirais qu'Edge Runners est une bonne série Netflix, mais le pire animé d'Imaishi. Tout simplement parce qu'il ne lui appartient pas. Mais étonnamment, une fois replacée dans la filmographie de son réalisateur, cette série n'en devient que plus sympathique. Seriez-vous étonné si je vous disais que le plus important dans une œuvre cyberpunk n'est pas le cyber mais l'humain? Eh bien c'est là-dessus qu'Edge Runners tire son épingle du jeu et parvient même à avoir de vrais moments de grâce. Et en disant ça, je pense évidemment à la romance. La romance de Edge Runners qui coche toutes les cases attendues d'une amourette adolescente, mais qui fonctionne surtout parce que ses tourtereaux sont hyper attachants. Des jeunes pousses pour qui la vie commence à peine, mais qui n'arrivent pas à trouver comment lui donner un sens, dans un monde où la chair et le métal et l'esprit et le numérique se mélangent jusqu'à se confondre. Chacun se plonge à corps perdu dans l'artificiel quitte à s'y perdre, et ne peut plus compter que sur l'autre pour ne pas sombrer dans l'abîme. Bon, je n'irai pas prétendre que c'est l'histoire d'amour la plus originale que j'ai jamais vue, hein. Le personnage qui vrille complètement mais qui est ramené à la raison par une femme, même Marvel nous a fait le coup. Mais c'est bien cet élément central de l'animé qui nous tient en haleine, et qui pour ma part me fait sourire comme un débile en me donnant envie de les pousser l'un vers l'autre pour qu'ils se fassent des bisous. Dans une série comme ça, avoir des personnages attachants et le minimum syndical, il est rempli, je suis content. C'est ce genre de cocon d'innocence qu'on a envie de préserver dans un monde trop cruel, mais dont on sait pertinemment qu'il ne peut que mal finir. La tragédie d'être un rebelle dans une œuvre d'Imaishi. On parlait tout à l'heure du ton sérieux en décalage des autres projets du réalisateur, mais cette mélancolie traverse en réalité toutes les œuvres d'Imaishi, qui à un moment ou un autre nous plongent dans les affres des sentiments et du passé tragique de leurs personnages, pour nous confronter au drame dans un premier degré total, inattendu, et donc encore plus saisissant. Le temps des blagues est suspendu, vient l'âge des larmes et de la fatalité. C'est tout à fait logique. Comment nous donner envie de nous attacher à des personnages censés représenter la justice si on ne sait même pas ce qu'est l'injustice qu'ils combattent? Et comment arriver à nous faire ressentir l'élan de liberté qu'ils apportent si nous ne les voyons pas d'abord être oppressés? Serions-nous capables de rire de si bon cœur avec eux si nous n'avions pas traversé à leur côté les plus tragiques événements? Imaishi nous propose là son échange équivalent. Les rires et la joie de voir la justice triompher, en échange de la souffrance et de la peine de tous ces personnages. C'est le prix de toute rébellion, et ils le payent toujours la tête haute. Mieux vaut ça que l'esclavage. L'œuvre d'Imaishi est l'éternel David contre Goliath.
Un combat inégal et perdu d'avance qui, contre toute logique, est remporté par le plus faible. Et c'est peut-être le seul auteur à avoir vraiment compris l'essence de cette histoire. Songez-y, David terrasse Goliath d'un coup de fronde. Un géant abattu par un caillou. Je répète, par un caillou. C'est scientifiquement impossible. Ça dépasse l'entendement. C'est débile. En fait, Imaishi a compris que dans ses racines mêmes, cette histoire n'a absolument aucun sens, que la lutte est déséquilibrée et qu'il faut être complètement fou pour croire que le petit peut l'emporter. Et pourtant, fidèle à ce fameux esprit shonen qui a traversé 60 ans de pop culture japonaise, il y croit, faisant fi de toute logique et restant fidèle à sa ligne de conduite envers et contre tout. Tout ce que ces personnages ont pour tenir, c'est l'espoir et surtout la camaraderie, mais à elle seule, elle parvient à soulever des montagnes. Crois en toi, et si tu n'y arrives pas, crois en moi parce que moi je crois en toi. D'un seul coup, la réplique la plus débile de Gurren Lagann nous paraît un peu plus sensée. C'est impossible de faire tomber Goliath avec un caillou, mais avec une centaine de cailloux, en lui tendant un piège, en construisant un mecha aussi grand que lui pour l'affronter à armes égales. Si on veut que les choses changent en profondeur, il faut s'unir. Dans les œuvres d'Imaishi, la révolution n'est jamais l'acte isolé d'un individu, mais un mouvement collectif de personnalités disparates liguées dans un but commun. Il est souvent initié par les actions du personnage principal, puis est repris par la foule galvanisée et prête à prendre son destin en main. Comme on l'a dit, le débile arrive à transformer le monde autour de lui. Mais sa plus grande réussite est peut-être le moment où il change les cœurs des gens. L'ennemi devient l'ami, le gosse de riche rejoint la cause prolétaire, et l'empire du mal devient une utopie de la bêtise. Ce n'est pas qu'il faille se méfier de l'intelligence, c'est être intelligemment con, savoir employer le pouvoir du débile avec discernement. Entre de mauvaises mains, il est simplement destructeur, mais canalisé par des leaders vertueux qui ont quelques neurones encore actifs, il devient une force instoppable du moment qu'on se dit que la seule frontière c'est celle qu'on s'impose, et qu'en même temps on ne s'impose aucune limite. Est-ce que les excentricités et les facéties d'Imaishi finiront par se frotter à un mur infranchissable et son élan révolutionnaire débile sera-t-il entravé par les chaînes de l'oppresseur ? En tout cas, la nouvelle saison de Panty & Stocking en cours de diffusion au moment où j'enregistre cette vidéo et l'annonce d'une saison de Death Runners me laissent penser que la débilité façon Imaishi a encore de beaux jours devant elle. Comment finir cette vidéo autrement qu'en le remerciant ? Ça fait 20 ans qu'il est dans le circuit et ça fait 20 ans qu'il nous gâte en série de grande qualité. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à découvrir ses œuvres en VF. La performance des comédiens est à chaque fois à l'image de leur personnage, à 200%. Pourquoi est-ce que vous devez leur faire ça? Mais parce qu'ils nous font chier, voyons! Va niquer ta mère! Radin, tes signaux, c'est ma mère, c'est aussi la tienne, connasse! Les humains restent des humains! Et les vêtements, des vêtements! Tu veux bien arrêter de raconter des trucs aussi absurdes? Si vous n'avez pas peur que votre intellect en prenne un coup, ruez-vous sur ses créations, il en vaut largement le coup d'œil. On est tous une bande de gros débiles en puissance, on a donc tous quelque chose qui nous ressemble dans la filmographie d'Hiroyuki Imaishi. Parce qu'au fond, ce que j'ai appelé débilité tout au long de cette vidéo, c'est surtout de la volonté. Une volonté démesurée, où l'esprit devient si fort et si affûté qu'il transforme ses pensées les plus improbables en actes. Un personnage formule le souhait de triompher, et il y arrivera, puisqu'il y croit sans faire aucune concession au réel ou au bon sens, et qu'il arrive même à embrigader le monde qui l'entoure dans son projet. C'est de la folie à l'état pur. C'est l'histoire que l'on se raconte à nous-mêmes pour ne pas baisser la tête, c'est le narratif de l'idiot du fond de la classe qui veut briller plus fort que le soleil. C'est, tout simplement, du pur imaginaire. Imaishi peut être fier. Il a créé des personnages tellement débiles qu'ils écrivent leur histoire à sa place. Comme quoi, c'est pas si compliqué de détrôner un roi.